I think you probably just heard the recording notification. Today's webinar Donc, will also be recorded and made comme vous avez available entendu, le on the séminaire educational aujourd'hui site as va être afterwards. You can go enregistré back and reference it or share it with pour que other vous puissiez colleagues who may ainsi le benefit from it. partager avec vos collègues As we ou go si vous on, voulez le please feel free réécouter to put questions or ultérieurement. comments into the chat. Alors, We'll work n'hésitez to pas à écrire vos questions et ask vos them commentaires dans la boîte à as we go, and discussion then sur le we'll chat. revisit them Commencez à les at the écrire end. et comme ça, on va commencer à So les let's lire get et à la started. fin, on aura des minutes pour les questions et les réponses. Aujourd'hui, notre webinaire se centre sur la préparation en cas d'urgence et la planification familiale et nous aurons un dialogue et un dialogue interactif pour voir quels sont les engagements vers 2030, 2030. Donc, My name is Christopher Lindell. I'm the Deputy Director for Learning, Knowledge, and tout Strategic est Communication patrociné, sponsorisé par at moi-même. Tout, je suis celui de Disara. communication stratégique, de connaissances et These webinars d'apprentissage. Je going m'appelle. to focus Donc, tous on ces supporting webinaires reproductive health vont for être kids, centrés resilience, and deep dive dans les thèmes de into préparation et de preparedness and résilience resilience for SRH, dans, spotlighting its importance in continuous pour, access to SRH services during et crises. pour la In order santé to impede reproductive et 2022, sexuelle. we're Et planning nous to allons voir les have engagements qu'on exchanges a jusqu'à on this 2030. topic. And C'est une série specifically, the plan for d'échanges those future et de topics might include things like sessions. Donc, readiness soyez assessments, who can attentifs aux support différents preparedness and thèmes, comme par resilience, exemple and l'évaluation de la strategic préparation, talks. les différents To outils et finally les start actions with the actual content, I'd like to spécifiques. first introduce Nous the allons alors leadership series. démarrer en vous It's going to be a little bit different. présentant I wanted Oren this to Youssou focus qui va nous on faire une Oren is the présentation FP 2030 de 10 Leadership minutes. Affairs Senior Oren, Director. He's based in c'est Nairobi, le and he supports directeur the FP qui 2030 se trouve cause. à He's Nairobi, a qui humanitarian soutient practitioner focusing on response to qui humanitarian appuie jusqu'à disaster 2030. Il a une grande relief. Over the préparation last 14 years, he's pour established a l'élaboration des significant textes humanitaires expertise in depuis support quelques functions in dernières années. Il nous a Sahara apporté un grand and soutien preparing for humanitaire relationship building. He's dans toutes worked les équipes very du closely Sahara et to Sahara fund subsaharienne, en Afrique vaccine donations for subsaharienne, UN Mercy Corps. Oren, over to you. dans des différentes organisations. Merci, Aurène, à toi la salle. Your microphone is off, Oren. You have to turn it on. Good. Thank you, Chris. Hello. Merci beaucoup, Chris. Really so glad to Bonjour tout le be able to monde. discuss with you Je suis FP très 2030 heureux d'avoir cette approach opportunité pour partager avec to vous advance ce rapidly thème, le thème de la response to préparation, et emergencies. pour avancer dans ce As thème you aussi already know, important FP dans le 2030 contexte des met urgences. the Comme vous le critical savez hurdles bien, to advance nous family avons planning. différents pays qui avancent dans ce thème, le thème de la planification familiale, et ces pays ont déjà signé des engagements pour ainsi progresser Next slide. dans leur propre pays. Prochaine diapo, merci beaucoup. However, when we Donc, look at celui-ci, c'est le plan vers 2030. Quelles sont les priorités? support, Quand on we regarde see tous les différentes dimensions dont nous portons un soutien, and these shocks on regarde stresses toujours qu'il y a la challenges vulnérabilité, le stress, tous ces chocs, les troubles. Il y a une grande vulnérabilité liée as we aux see différents in Africa, conflits, it could tous be ces thèmes de Europe, conflits, toutes ces America, tensions, East comme on Africa peut le as well. voir ici en Afrique, que ce soit Afrique Europe orientale, experienced occidentale ou pandemics, même en you have Afrique du seen Sud. just really Et come up pareil, ainsi que le thème de close within pandémie the COVID pandemic. et les And différentes this will épidémies also be comme difficult celle qu'on and vient de subir, celle du Covid, de la Covid. presently Il y a aussi in des East African situations, region par and exemple, tous les in Africa problèmes climatiques, les problèmes also. climatiques extrêmes en And Afrique et dans because d'autres of this, parties we du have also monde. seen Il y a un grand impact decline in climatique. terms of Donc, human il y a un spaceflight. déclin en And this termes is why we step back at FP 2030 to par rapport aux transition ressources. to advanced preparedness. Donc, pour 2030, on est en And train de when it comes planifier to quoi advanced faire facility, pour when it comes augmenter to justement cette préparation. snowspan En preparedness, regardant tous les thèmes de la fragilité n'a pas de frontières. as we can see, La fragilité n'a pas de frontières. we have seen Tous sacrifice les pays qui sont en conflit, à un moment de conflit, ou qui ont des moyens ou des très bas ressources, revenus,
Pour 2030, on a développé une stratégie beaucoup plus intégrée pour ainsi Next slide. gérer mieux la préparation dans les différentes zones impactées. There have been studies that have come up with some Donc, on a mené recommendations, différentes études, and these et des rapports qui nous montrent the importance of que nous montrent l'importance de cette préparation, car on est efficace, en fait. Quand on n'a pas une bonne préparation, la vulnérabilité augmente et ses impacts augmentent. Donc, il y a une étude qui nous dit que le manque de préparation dans n'importe quel groupe de la population, quand il y a des interventions d'urgence, n'importe quelle population, 25%, ce sont de ces populations ont une moyenne, ils ont une moyenne l'âge d'être parents. Donc, par exemple, si on prend 1 million de personnes déplacées, on peut avoir au moins 15% vont vivre des complications et il y aura un bon pourcentage de personnes qui vont tomber, des femmes qui vont tomber enceintes, et 14% de ces femmes enceintes peuvent tomber en morbidité. 60% peuvent être prévenus, on peut les prévenir, et 45 des nouveau-nés ont lieu souvent dans des pays où il y a des conflits. Et pour ceci, nous pouvons faire de la différence. La question qu'on doit se poser, c'est si on pense que ces femmes qui sont tombées enceintes dans des contextes d'urgence, est-ce qu'elles ont pris des décisions informées ou elles sont tombées enceintes parce qu'elles avaient un manque d'information, de planification familiale ou des services à leur disposition? Si nous, on améliore cette préparation, on leur montre qu'on peut leur apporter une information adéquate et opportune, on peut sûrement les sauver et changer cette situation d'une façon vraiment importante. Donc, les urgences, c'est un thème changeant. Cette préparation ce n'est pas seulement nous préparer, mais aussi renforcer les différents systèmes déjà existants, pas seulement de la communauté et les établissements de santé pour améliorer la capacité de faire face à ces troubles et à ces chocs. Pourquoi on doit investir en préparation? Car quand on parle de préparation, souvent on parle une préparation, par exemple, des programmes de WASH, de nutrition, des services de santé. Mais souvent, on oublie la préparation tangible et d'autres aspects. Nous devons le faire, car dans tous les pays, il y a des différences. Il y a un grand bénéfice de cette préparation, pas seulement pour des cas d'urgence, mais aussi va renforcer les différents systèmes de santé déjà existants, que ce soit à l'intérieur ou en dehors des urgences. Plus on va investir dans ces préparations, on va améliorer l'efficacité de cette réponse une fois qu'une crise va éclater. Donc, c'est pour cela, dans ce contexte, vers la 2030, ce plan de planification familiale, nous avons un but principal, c'est garder et améliorer pour les femmes et les adolescentes lors des crises aiguës et prolongées, contrôler le futur des femmes et des jeunes filles de façon libre, pour qu'elles puissent avoir une meilleure santé, pour qu'elles aient des informations. Est-ce que vous avez entendu peut-être aux informations qu'il y a des situations aiguës, nous avons mais aussi des crises prolongées et il faut justement pouvoir répondre en termes de crise immédiate et les termes de crise aiguë. Alors, regardons un petit peu les différentes priorités. Pour réussir ces objectifs, nous avons
Nous avons six objectifs principaux, priorités. La première, ce sont les engagements de la préparation au plan préparation en cas d'urgence et les réponses d'urgence. C'est toute cette préparation. On va avoir jusqu'à 2030. On va apporter ce soutien au pays pour pouvoir mettre en œuvre tous les engagements qu'ils ont signés. Mais pour les nouveaux pays, on veut qu'ils réfléchissent par rapport à leur fragilité, qu'ils puissent inclure le EPR pour ceux qui n'ont pas encore inclus. On regarde aussi une assistance technique et financière pour ainsi avancer dans ce programme de EPR ou de PPRU pour ces pays. Quand on parle de planification familiale, on parle de... On ne parle pas seulement de mesures et d'analyse et de diagnostic, mais on est plus centré dans l'action et pouvoir ainsi impliquer différentes organisations internationales dans dans cette santé sexuelle et reproductive. Donc, on veut justement mettre en œuvre cette préparation. Il faut la communiquer, il faut le communiquer plus à tous les donateurs, pas seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial, pour que cet agenda de PPRU, des plans de préparation et de réponse aux urgences, on veut travailler aussi en coordination avec tous les acteurs impliqués pour ainsi avancer dans ce programme, cet agenda de EPR. On veut aussi créer plus d'investissements dans cette préparation et travailler avec les jeunes au niveau du pays, au niveau régional et au niveau mondial. Alors, centre d'excellence du EPR. Donc, pour avancer dans ces priorités, nous avons un centre d'excellence ici à Nairobi. C'est une série de focus. Le premier, c'est le centre d'apprentissage entre les différentes régions et pays pour un partage d'apprentissage. Mais on amène aussi les régions, par exemple l'Asie, le Pacifique et la région d'Afrique orientale ou du Nord central pour qu'ils partagent des expériences. Et nous construisons aussi des synergies et des coalitions. On construit des coalitions avec les partenaires des EPR et du changement climatique. C'est très important voilà, cette intégration de ces partenaires car on veut avancer dans ces coalitions qui vont impliquer différents acteurs qui vont nous aider à la préparation dans ces plans de préparation de réponse en cas d'urgence. Et aussi une préparation technique à tous les pays pour qu'ils puissent avancer d'une meilleure façon dans la mise en œuvre de leur engagement au niveau de chaque pays. Et avancer aussi dans le programme des plans de préparation de réponse au niveau régional et mondial et aussi au niveau pays pour ainsi avancer dans le programme de la planification familiale. On ne peut pas le faire tout seul et ça, on le sait maintenant. Nous devons travailler de façon coordonnée avec les différentes organisations. Ce sont des partenariats avec différentes organisations. Alors, les bonnes nouvelles sont que nous avons vu la participation qui augmente. Elle est en train d'augmenter dans l'élan et les engagements sont très... On voit qu'il y a de plus en plus de participation et de soutien. 25% ne sont pas inclus, mais ils commencent à les inclure dans leur plan d'action. Nous avons ici les pays qui ont déjà signé des engagements, le Kenya, le Tchad et le Népal. Ils vont incorporer différents services, donc on augmente ainsi la volonté politique et l'engagement
C'est une excellente nouvelle pour continuer à avancer dans cet agenda de la préparation au niveau mondial. Donc voilà, merci beaucoup. On va entendre de quelques pays. Merci à vous tous de cette occasion que vous me donnez de vous parler. Je passe le micro et j'espère pouvoir répondre à vos questions à la fin. Vous pouvez les écrire et je répondrai à la fin. Merci beaucoup. Merci, Oren. Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez. Je suis Nesrine Talbi, je suis la conseillère de la préparation de réponses. J'ai l'honneur de faire la modération et de faciliter ces discussions de ce panel des discussions. Et on se centre dans la préparation, dans le plan de préparation et de réponse aux urgences et tous les engagements pour 2030 et apprendre par rapport aux expériences et des stratégies des différents pays pour garantir l'accès à cette planification familiale et d'autres services de santé sexuelle et reproductive. Donc, lors de ces discussions, elle sera en français et en anglais, donc n'hésitez pas à changer votre canal de traduction de la partie inférieure quand on passera d'une langue à l'autre. Aujourd'hui, nous avons trois conférenciers des 3 régions, du Burkina Faso, Bangladesh et Éthiopie. Donc, nous allons travailler avec, et ils vont nous parler de toutes ces expériences qui font partie de leur engagement et qui se trouvent dans leur plan de préparation dans leur pays. Je vais vous présenter. Laissez-moi vous présenter Wendiam Micheline Kaboré. Wendiam est une activiste des droits humains, panafricaniste et féministe engagée. Elle est la directrice exécutive de l'initiative Panane Tugri pour le bien-être de la femme au Burkina Faso, qui est une organisation féministe régionale investie dans la promotion du leadership, mais aussi de l'empowerment des jeunes filles et jeunes femmes à travers des stratégies féministes. Investie pour un monde égalitaire qui respecte les droits des filles et des femmes et très sensible aux inégalités de genre, Wendiam se passionne pour les études en genre et développement et le féminisme. Elle est également le point focal pour la société civile, à la fois pour le partenariat de Ouagadougou ainsi que pour FP 2030. Merci à elle de se joindre à nous. Let me introduce you Mr. Alemayehu Bogale. He is a public health expert with a work experience of more than 16 years. He holds a PhD in public health from the University of South Africa and a master's in public De health. l'Université d'Afrique du Sud, le professeur de l'Université d'Afrique du Sud, il a travaillé depuis 10 ans dans le programme de préparation centré dans CRH et l'intégration de la prévention et des réponses. Il gère différents programmes, il apporte un soutien technique dans l'accès humanitaire, dans des programmes humanitaires. Il coordonne, il gère le groupe de travail des SRH et il travaille aussi dans la coordination des clusters des plateformes de santé. Et le professeur Abdul Halim du Bangladesh est le directeur du Centre de prévention et de recherche au Bangladesh. C'est une ONG de recherche depuis 1990. Durant ces 35 dernières années, il s'est centré dans le secteur gouvernemental et après dans des institutions privées. Il a fait diverses publications et il enseigne la gynécologie et le collège de gynécologie. Merci beaucoup à nos 3 panélistes conférenciers. Alors, si c'est possible, vous pouvez ouvrir vos caméras pour qu'on puisse vous voir, allumer vos caméras et on peut ainsi démarrer par comprendre comment ces pays ont inclus des stratégies de préparation et des réponses ou des réponses au cas d'urgence. Donc, quelles sont au niveau de FP 2030 en matière de préparation et de réponse aux urgences afin de garantir vraiment l'accès à la planification familiale, mais aussi à la santé sexuelle et reproductive en cas d'urgence. Merci. Merci beaucoup, Nesrine. Bonjour à tout le monde et merci pour la parole qui m'est donnée et aussi pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment et qui suivent cette conversation.
Et je ne vais pas revenir sur la présentation, je vais surtout me prononcer sur les engagements du Burkina Faso en lien avec la réponse en matière de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale en période de crise sécuritaire. Alors, depuis 2015, le Burkina fait face à un défi crucial, à savoir la sécurité du pays. Et malheureusement, cette crise sécuritaire excusez-moi, occasionne des violences et des a un impact fort en termes de violence et surtout de protection des droits des filles et des femmes dans notre pays. Et nous avons, à travers des études, pu recenser le fait que la crise occasionne des violences sexuelles et sexistes à l'endroit des filles et des femmes. Et la plupart des femmes sont vraiment victimes de violences sexuelles. Et aussi, la crise a détérioré la qualité, je dirais, et surtout l'accessibilité aux services de santé de façon globale et principalement aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment en termes de planification familiale. Mais il faut dire que le Burkina Faso a pris des engagements en lien avec les engagements de FP 2030. Et le principal engagement sur lequel je vais me prononcer, c'est l'engagement de rendre disponibles et accessibles les informations et services de santé, de la reproduction et de la planification familiale de qualité aux populations en situation de crise sécuritaire, y compris les groupes spécifiques, à travers la mise en place d'un mécanisme de préparation, de réponse et de résilience efficace de 2021 à 2025. Donc, c'est un engagement qui a été adopté et à travers cet engagement, il y a un processus qui a été mis en place et plusieurs actions ont été initiées afin d'apporter vraiment une réponse adéquate aux besoins des filles et des femmes en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Et les activités qui ont été réalisées, il faut dire que dans le cadre de la mise en place ou le déroulement de ce mécanisme, le Burkina est assisté par des partenaires techniques et financiers. Il y a également les organisations de défense des droits des filles et des femmes, les organisations de la société civile qui interviennent également sur cette thématique, qui accompagnent l'État dans la mise en place de son programme de réponse et de résilience en lien avec la santé. Alors, à ce titre, il y a des stratégies à haut impact qui couvrent les 6 régions à fort défi sécuritaire qui ont été mises en place par l'État. Et de ces stratégies à fort impact, nous pouvons noter les services qui ont été développés. Ce sont l'élaboration d'un plan de planning familial communautaire dans les 6 régions à fort défi sécuritaire. Il y a eu également la formation d'agents de santé et dans la prise en charge des victimes et dans l'offre aussi de services de planification familiale. Je vais finir et revenir aussi sur notre expérience en tant qu'organisation de la société civile. Il y a également la dotation de matériel aux structures sanitaires dans les principales zones à fort défi sécuritaire. Il y a eu également des offres de services mobiles pour pouvoir toucher les populations. Il faut dire que la crise a occasionné un déplacement de plus de 2,6 millions personnes sur le territoire. Et au moins 6 régions sur les 13 que compte le pays sont des zones à fort défi sécuritaire. Ce sont des zones où il y a eu des déplacements de population, où il y a eu vraiment un impact sur l'offre de services, que ce soit la santé, l'éducation et certains services. Donc, il y a la mise en place d'offres de services mobiles qui sillonnent souvent ces régions pour pouvoir offrir les services de santé, notamment l'accès aux contraceptifs, au planning familial. Il y a eu une dotation également, la mise en place de processus de dotation régulière de services et de matériel de planification familiale au niveau de ces centres de santé, au niveau de ces unités mobiles, pour que l'offre de services ne soit pas interrompue. Bien sûr, les stratégies ne sont jamais suffisantes et il faut noter également l'inaccessibilité par moment de ces régions par les services pour pouvoir offrir les services. Mais néanmoins,
Et toutes ces stratégies sont mises en place pour offrir des services de planning, pour offrir des services post-avortement, pour offrir des services d'accès aux produits contraceptifs. Et pour revenir aussi dans ce que les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de l'humanitaire offrent comme service, nous offrons en plus de la formation qui est offerte par l'État, les organisations également offrent ces formations pour la prise en charge souvent de services de besoins, que ce soit en post-viol surtout, parce que les femmes sont victimes de violences sexuelles dans ces régions. Donc, il y a des viols que nous enregistrons régulièrement. Il y a aussi des violences et souvent pas obstétricales, mais des besoins urgents pour des services. Et souvent, les unités de santé qui sont sur place ne disposent pas du matériel nécessaire. Donc, que ce soit les partenaires ou les organisations, nous offrons des kits en termes de kits de maternité, des kits de planification, mais également des kits post-viol aux services de santé pour pouvoir couvrir les besoins en matière de planification familiale. Il y a également la sensibilisation pour accompagner et aussi la mise en place vraiment d'espaces sûrs pour que les femmes même puissent aller vers les centres de santé et aussi accompagner les agents de santé dans l'exécution de leurs fonctions parce que souvent les conditions vraiment sécuritaires ne s'y prêtent pas. Très bien, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant et c'est bien de voir ces engagements qui ont été faits et les progrès dont vous parlez et qui ont été faits également au niveau du Burkina. Est-ce que vous pouvez peut-être citer un ou deux grands défis qui restent à relever et qui nécessiteraient une attention particulière? Alors, je dirais quand même que les défis, il y en a. Et par exemple, actuellement, avec la situation des pays du Sahel, avec le retrait de certains partenaires au développement, il y a, en termes de besoins financiers, puisque le Burkina a adopté la gratuité des produits contraceptifs. Et cette gratuité avec la forte demande. Et parce que quand même, en termes de taux, nous sommes à un niveau élevé en termes de taux de consommation ou de demande des produits contraceptifs. Il y a, en termes de couverture nationale des produits contraceptifs, c'est un défi aujourd'hui pour assurer toujours cette gratuité et en fonction de la demande. Il y a l'accessibilité pour des questions sécuritaires qui sont bien sûr indépendantes. Nous avons une avancée dans la sécurisation du pays où des zones sont, en tout cas, l'État est arrivé à sécuriser, mais il reste quand même des zones où l'accès est toujours limité. Et souvent, les services aussi n'arrivent pas à toucher les populations les plus vulnérables qui sont dans ces zones. Et aussi les organisations, à part les organisations qui interviennent dans le domaine de l'humanitaire, qui sont appuyés par le système des Nations Unies. C'est difficile pour des organisations classiques de pouvoir mener des activités dans ces zones à fort défi sécuritaire. Très bien, oui, merci beaucoup. Je pense que ce sont des points tout à fait importants et j'espère qu'on pourra revenir pour en discuter. Laissez-moi donner la parole à Dr. Halim. Dr. Halim, are you with us? So let me ask you. Oui, alors laisse-moi demander par rapport au Bangladesh. Alors ma question est un peu semblable par rapport aux engagements dans ton pays, au Bangladesh. Est-ce que vous avez assuré l'accès à cette préparation en cas d'urgence quand on sait que c'est un pays particulièrement qui est vraiment souvent affecté par les désastres naturels? Peux-tu nous partager ton expérience du Bangladesh pour regarder la perspective à partir de ton pays? Merci beaucoup, Dr. Abdul. Voilà. Donc, merci beaucoup par ce grand privilège d'être ici avec vous. Vous savez très bien que le Bangladesh est vraiment propice à des cyclones, à des désastres naturels et des impacts climatiques. Nous avons beaucoup
On a des cyclones, des tempêtes, et tout ce système de santé est traumatisé. Les communications collapsent. Tous les ans, on doit faire face à ce genre de situation quand ces événements ont lieu, ces événements climatiques, et ça impacte tous les services. Et si on réfléchit dans tous ces services de planification familiale, nous avons une agenda très exigeante pour le pays. Le gouvernement a identifié ces domaines comme une grande priorité et notre programme, c'est de pouvoir aider que d'ici 2030, on puisse mettre en œuvre. Donc, nous avons différents partenaires qui nous ont aidés, à part bien sûr les institutions et les agences gouvernementales. Nous avons sous un cadre d'action centré pour améliorer la santé sexuelle et reproductive en cas d'urgence. Nous avons fait des évaluations et des diagnostics. Nous avons pu identifier les besoins des services de référence et de référés pour améliorer l'impact efficace sur le terrain, tout particulièrement en planification familiale et dans les chaînes d'approvisionnement, surtout dans la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup d'hôpitaux sont inondés après ce passage de ces cyclones, donc c'est très important la chaîne d'approvisionnement. Le programme du gouvernement a identifié une série d'engagements qui s'alignent pour améliorer la planification familiale grâce à un abordage multisectoriel en visant avec des plans d'action concrets. Nous avons un groupe de travail qui se spécialise et qui prépare tous ces différents plans d'action pour 5 ans. Avec en faisant la planification jusqu'en 2029. Nous avons au secteur 1 une série d'activités qui ont été identifiées durant ce processus d'évaluation pour en cas d'urgence et pour faire face aux différents désastres naturels. On a identifié des plans par secteur et le gouvernement a identifié donc, le point focal, c'est la collaboration entre les différents agents et partenaires, comme par exemple le partenariat de sages-femmes est aligné avec le cadre national pour mettre en œuvre des activités quand des désastres naturels apparaissent, ont lieu. Donc, avoir la collaboration nationale est vraiment très importante pour garantir ce réseau de communication au niveau local, pas seulement dans le secteur de santé, mais aussi des acteurs en dehors du secteur santé. Et dans ce cadre, INP joue un rôle très important et d'autres acteurs comme la Banque mondiale et d'autres partenaires en planification familiale. Donc, c'est un travail ensemble, synchronisé, sous-national pour mettre en œuvre ces activités. Nous avons identifié, comme je vous l'ai déjà dit, différents secteurs et plusieurs priorités. Donc, les priorités identifiées dans 5 thèmes. Grâce aux activités identifiées grâce à des ateliers, à la fin 2023, il y a eu une préparation de plan de réponse et d'urgence. Nous avons identifié plusieurs activités. Nous avons identifié quoi faire pour améliorer la coordination nationale et au niveau sous-national. Quelles sont les activités de reconstruction des capacités et d'entraînement en identifiant différentes clés pour construire à ce niveau national des capacités pour ainsi répondre de façon immédiate et opportune en garantissant qu'il y ait de l'approvisionnement et une chaîne d'approvisionnement pas interrompue. Nous rencontrons souvent des grands problèmes, surtout quand les secteurs
On a des secteurs très, très pauvres qui ont des problèmes d'accès, d'infrastructures, de services, du matériel. Et on perd souvent le matériel lors des inondations, on les perd. Donc, ce service d'accès sont, par exemple, l'année dernière, on a eu des niveaux très bas de livraison, moins de 7% de livraison de ce matériel. Donc, pas tout le monde a eu accès. Donc, les conditions, les mamans, les futures mamans souffrent beaucoup avec un environnement de déconnexion quand ces désastres naturels ont lieu. Nous avons mis en œuvre aussi des activités. Nous avons réalisé des activités de construction des capacités pour améliorer les programmes de santé et nous avons fait des études et des diagnostics, mais on se centre plus en action dans des programmes efficaces pour qu'au niveau local, pas des médecins aux cliniques, mais que des organisations civiles et des organisations puissent s'impliquer et que souvent la capacité pour améliorer la réponse dans la préparation en cas d'urgence et pour la construction des capacités pour ces agences et les capacités pour ces personnes qui ne sont pas dans le centre domaine médical, mais comment les préparer pour qu'ils puissent travailler de façon efficace. Dans d'autres contextes, en 2000, vous savez qu'ici, on a eu des catastrophes, des grandes catastrophes qui ont eu des traumatismes immenses. Grâce à CIPRB, nous avons offert un paquet de services pour garantir l'accès pour tous les thèmes de violence de genre, violence sexuelle, et nous avons aussi soutenu les personnes au niveau financier pour améliorer la subsistance des femmes grâce à la recherche et l'innovation et le développement, et en améliorant aussi ces établissements de santé qui ont été impactés et en construisant des programmes de prise de conscience des communautés et en améliorant aussi leur capacité en essayant de prendre conscience de quoi faire, quoi ne pas faire et comment se préparer. En plus, nous réfléchissons et nous sommes en train de planifier, exécuter, faire de la mobilité, faire des centres de santé mobiles et en même temps en mobilisant de bénévoles. Pour nous, c'était important pour pouvoir arriver à des endroits avec des services et à des personnes qui ont eu des catastrophes post-inondation, post-urgence climatique pour avoir une meilleure continuité. Donc, différentes activités sont mises en œuvre par le gouvernement de Bangladesh avec des partenaires et avec autres ONG et la société civile et d'autres organisations qui ne sont pas dans le domaine de la santé. Donc, je pense que c'est très intéressant et aussi ce que tu disais, comme par exemple le besoin de collaboration au niveau subnational, au niveau intersectoriel et aussi nous garantir aussi qu'il y ait une participation de la communauté. C'est très intéressant cette approche. Je vais revenir après à toi dans quelques secondes car j'essaie de gérer le temps. Je vais tout simplement passer la parole à notre collègue de l'Éthiopie, Alema Igula. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Comme tu sais très bien, tu es un expert humanitaire, tu travailles directement sur le terrain en réponse humanitaire. Nous savons que l'Éthiopie a signé un grand engagement jusqu'à 2030. L'Éthiopie n'était pas vraiment très présente dans l'engagement, mais on l'a inclus dans le plan des mises en œuvre. Alors, quel est votre engagement? Comment vois-tu ce progrès et quels sont les projets, quels sont
et particulièrement dans le contexte de l'Éthiopie, face aux crises humanitaires, aux désastres naturels, où nous devons avoir des réponses humanitaires. Just a question from the master. We're not sharing any screens, right? Correct. Thank you so much, Nasrin, and hello everyone. As Nasrin Merci beaucoup, merci vous tous. Nesrine, comme elle l'a dit, et comme elle l'a dit, c'est un grand plaisir être ici parmi vous. Oui, nous sommes souvent affectés par les inondations, les conflits, les sécheresses, les pandémies. Nous avons aussi, alors sous notre Remember to speak slowly and clearly. Okay. Translation. I think it is audible. Alors, je pense que, So, based on the government endorsement alors, par rapport of Plan 2024, au plan de préparation et 2023-2024, 24 millions de personnes se trouvent dans des besoins d'assistance humanitaire. On a 3,2 millions de personnes déplacées. Et nous sommes aussi Of these affected populations, UNFPA estimates that more than 7 On million estime of reproductive age group que plus de 70 millions se are trouvent à l'âge de reproduction et souvent plus de 3 millions, ce sont des femmes enceintes et 15%, plus de 150 000, on s'attend qu'elles aient des complications malheureusement par rapport à la grossesse. La plupart des régions au niveau sous-national sont impactées par ces situations d'urgence, comme comme engagement avec le gouvernement. Le gouvernement aussi a travaillé pendant 7 ans avec un budget de 60% ont des problèmes de sécurité de la chaîne d'approvisionnement. On travaille avec le gouvernement pour nous assurer que c'est pour améliorer l'approvisionnement. It is envisioned to increase contraceptive prevalence rate from 41%, the current we have based on 2019 Ethiopian Demographic Survey, to 54% for all women for all married women. But we have a very huge regional disparities. Some regions have Alors, nous avons des disparités au niveau régional très importantes. Certaines régions ont des bons niveaux et d'autres régions ont des niveaux très bas qui n'ont pas accès, qui ont aussi Et on a essayé de faire l'équilibre de ces disparités régionales pour qu'il y ait un accès beaucoup plus égalitaire et qui soit mieux distribué entre toutes les régions. Bien sûr, nous avons un guide de politique qui inclut les engagements des services de planification familiale. Alors, un autre processus dans lequel nous travaillons pour garantir la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive, c'est un plan national de 4 ans. C'est un plan d'investissement jusqu'en 2026 qui prend en considération la planification familiale dans des environnements humanitaires sous les crises. Et il y en aura différentes initiatives. Dans ces initiatives, ces aides sont appuyées grâce à 2 entités au niveau régional, national ou local et travaillent dans le développement des capacités et au niveau dans la construction des capacités et la formation pour améliorer l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des matériaux, les différents matériaux pour un cas d'urgence. Donc, nous travaillons avec le gouvernement et avec le secteur de santé pour faire le cofinancement et la coparticipation avec le gouvernement. Le gouvernement assure un pourcentage de plus en plus grand
et une contribution de plus en plus grande pour améliorer justement la sécurité. Et avant de ce cofinancement, plus de 95% des approvisionnements étaient donnés c'était donné par les donateurs, pardon. Donc, on a amélioré maintenant la participation d'autres acteurs depuis 2023. On a amélioré, donc l'engagement a augmenté avec un 15% de participation pour la planification familiale et la sécurité des approvisionnements. Cela veut dire que vers 2025, le gouvernement s'est engagé avec 6 millions de dollars et avec normalement un budget avec un besoin de 35 millions. Donc cet engagement va garantir la durabilité de ces approvisionnements et va augmenter aussi l'accès et l'intégration et la parité et l'équilibre entre les différentes régions pour éviter ces écarts et ainsi augmenter l'intégration. Comme partie du progrès de tous ces plans de préparation de réponse, UNFPA et les partenaires, on s'assure que cette planification familiale et les différentes clés d'intervention puissent être engagés pour ces plans du gouvernement de réponse pour améliorer la gestion de ressources en assurant aussi la planification et l'intervention dans des environnements et d'un scénario humanitaire. Et en collaboration avec le ministère et avec le bureau sectoriel au niveau local, nous avons pu développer des plans de préparation OSRH ou la planification sexuelle reproductive et planification familiale avec le ministère de Santé. Et maintenant, on travaille dans la diffusion et la mise en œuvre en améliorant cette préparation comme partie de dans le plan de la planification familiale et de santé sexuelle reproductive. Donc, des sont très détaillés et des actions au niveau local pour être mis en œuvre, y compris des points de livraison de services. UNFP a réalisé aussi des évaluations et des diagnostics avec un groupe de travail technique. Nous sommes actuellement, on essaye de l'amener à un autre niveau en prenant des plans d'action et des mises en œuvre. Merci beaucoup. Je pense que je vais passer directement, car il y a une question dans le chat que tu viens parler de l'évaluation et le diagnostic. Donc, c'est justement, c'est une des questions. Quelles ont été les stratégies efficaces pour que les activités puissent informer et améliorer ces différentes actions? Merci beaucoup. Comme stratégie, comme réponse efficace, on implique toujours les gouvernements pour qu'ils puissent s'approprier et avoir plus de participation. Comme par exemple, nous avons une plateforme de travail technique au niveau national dans des secteurs subnationaux. L'idée, c'est de nous assurer que le gouvernement puisse avoir le leadership. Quand le gouvernement prend des actions, il va gérer l'attraction de l'appropriation et ça a des bons résultats. Donc, un des problèmes qu'on trouvait, c'est qu'on faisait les évaluations avant mais il n'y avait pas ce sens d'appropriation. On voyait tous les ans des millions de personnes qui sont touchées par les cas d'urgence, des problèmes d'urgence, et on avait très peu d'interaction en termes de préparation. Et pour ainsi pouvoir préparer tous ces approvisionnements. On répond toujours, mais on n'anticipe pas. Et on n'a pas les ressources préparées pour ainsi anticiper. Donc, maintenant, grâce à la participation plus large du gouvernement,
Donc, on est en train de prendre en considération des budgets et mieux préparer cette chaîne d'approvisionnement. Donc, tout d'abord, impliquer le gouvernement, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau sous-national. Très intéressant. Merci beaucoup. J'envoie énormément de questions. J'essaie de répondre de façon écrite, mais en attendant, peut-être, cette question peut-être va pour Dr. Halim. Donc, avec toute l'expérience et toute la recherche, quel pourcentage d'actions de préparation ont été mis en pratique dans des situations de cas d'urgence dans ton pays? Est-ce que tu as des données disponibles par rapport au pourcentage de ces actions de préparation qui se sont matérialisées dans tous ces cas d'urgence? Merci par la question, très intéressante. Donc, c'est l'expérience pour... Could you turn your camera, please? Oh, thank you again. So it's all right. So OK, merci. Donc, de fait, dans notre expérience grâce à UNEPA, qui a fait le leadership, qui a été le leader et différentes activités, mais le gouvernement était notre partenaire clé. Nous avons fait apporté du service dans certains domaines, pas de flash, où les populations ont été impactées par des inondations, où les services ont été vraiment détruits. Donc, beaucoup de ces installations ont été immergées, ils ont été vraiment abîmées par les inondations. Donc, la chaîne d'approvisionnement a été vraiment coupée, donc complètement déconnectée. Donc, toute cette équipe, le personnel, et beaucoup des établissements au niveau des districts aussi. Donc, comment pouvons-nous répondre face à ces situations? Donc, on me demande les données et les services. Les services ont été diminués. Il y a certaines données par rapport à 19% durant les moments d'inondation. Ce sont des pourcentages, c'est un pourcentage. Les services de santé mobile et l'approvisionnement dans certains secteurs de l'UNP et aussi des fonds pour les bénévoles pour construire au niveau local des niveaux de réponse volontaires beaucoup plus spontanés. Ce sont des aspects qu'on peut souligner. Qu'est-ce qu'on peut dire? À peu près 4500 mamans ont été référées à ces installations, transférées à ces installations pour un soutien quand c'est des cas de complications de leur grossesse ou des situations prolongées ou emergency services for the community that was by qualitative study has been la mise en œuvre de ces services d'urgence. L'incidence de la violence basée sur le genre a énormément augmenté. 90% a augmenté de façon impressionnante, vraiment un taux très élevé. Entre les femmes interviewées, plus de 50% ont rencontré des expériences de violence de genre durant. Donc, cela nous montre les problèmes, les différents toutes ces catastrophes traumatisent et on perd accès aussi, car tous ces services de santé sont impactés, détruits. Donc, merci, ce sont des données intéressantes, importantes. On voit la connexion entre l'opération et la réponse et pouvoir ainsi faire la documentation de cette relation. Donc, je vais demander
à Wendy, est-ce qu'il y a... Relativement courte, une minute peut-être, une minute et demie. Une des questions, c'était est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur quels sont les besoins spécifiques des femmes et des filles dans des zones affectées par des crises, soit humanitaires ou autres, et qu'est-ce qui fonctionnerait pour pouvoir augmenter l'accès à la SSR? Si vous pouviez donner votre expertise là-dessus de manière assez brève, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux besoins des filles et des femmes à accéder aux services de SR dans les zones à fort défi sécuritaire, je dirais que c'est surtout les besoins en termes de produits contraceptifs de base dans un premier temps. Et malheureusement, ce que nous observons en lien avec les viols que subissent les femmes, ce sont la prise en charge post-viol, que ce soit en termes de soins, mais soins holistiques et aussi la réparation comme l'appui, l'accompagnement psychosocial. Il y a également en termes de, comment je vais dire ça, en termes de besoin de prise en charge en période d'accouchement et tout ça. Il y a les besoins et il y a les défis. Les défis sont majeurs en dépit de tout ce qui est mis en place vraiment pour accompagner. Parce qu'en période de crise, il y a l'urgence et l'urgence impose des actions qui puissent assister, accompagner et surtout répondre aux besoins. En termes de défis, il y a l'accessibilité, comme je l'ai tantôt évoqué. Il y a des régions, des zones où il n'y a pas de service complet, où il n'y a pas de présence effective en termes d'argent. Si je prends l'exemple du projet que nous sommes en train de dérouler, nous sommes dans une localité à Bilanga, à l'est de Burkina, et dans cette localité couvre d'autres villages environnants parce que dans ces villages, il n'y a pas d'accès. Et pour parcourir la distance, ça peut être 5-7 km jusqu'à 10 km pour avoir le centre de santé le plus proche. Et dans ce cas précis, en termes d'urgence et souvent dans les conditions d'insécurité, il y a un problème de déplacement pour pouvoir bénéficier des services. Et voilà pourquoi les services mobiles aussi sont utiles pour pouvoir approcher les populations. Sauf que dans certains cas, bien sûr, ces services mobiles ne peuvent pas se déplacer. Il y a le problème d'approvisionnement des produits de base. Et il y a des ruptures par moment parce que soit il n'y a pas d'accès, la route est coupée ou il y a des insuffisances aussi au niveau de la région. Donc, il y a pas mal de défis, notamment dans la disponibilité des produits et aussi dans l'accès à ces services. Mais dans le domaine de l'humanitaire, les organisations qui travaillent et qui couvrent ce volet travaillent à disponibiliser. Il y a toujours des dons de matériel, des dons en kit de dignité pour les femmes, surtout les déplacés internes. Il y a des kits post-viol. Il y a du matériel médical qui est offert au centre de santé pour l'offre de soins de qualité. Il y a également les produits et surtout la formation des agents à intervenir dans les situations d'urgence. Donc, les agents sont formés à pouvoir intervenir en situation d'urgence et prendre en charge les cas d'urgence qui se présentent à eux. Sinon, il y a le fonctionnement courant qui prend en compte les services et les besoins des filles et des femmes en matière de santé sexuelle et reproductive. Merci beaucoup pour votre expertise et expérience. I'm really sorry, et je m'excuse if this is, there are a lot of questions we haven't answered to yet. Il y a énormément de questions, je m'excuse qu'on aimerait répondre, mais bien sûr, il va falloir faire un suivi, on va essayer de répondre à toutes ces questions par écrit. Je suis vraiment désolée si on n'a pas pu répondre à toutes, mais je vais tout d'abord remercier à mes trois chers conférenciers par leur extraordinaire, les magnifiques présentations et leur discussion. Maintenant, je vais céder le micro à mon collègue, c'est la sous-directrice Sarah du projet et pour quelques mots de clôture. Merci beaucoup. Merci Nesrine et merci aux trois conférenciers. C'était vraiment très émouvant voir des progrès dans ce domaine et tout particulièrement comment vous avez mis des actions et merci d'avoir partagé vos expériences et vos perspectives. Nous voulons partager quelques sources pour... Are you sharing? Yeah, we're not seeing your screen. On ne voit pas ton écran. Thank you. OK. So one is
Donc, nous avons la page, on peut apprendre un peu plus par rapport à ces engagements et on peut aussi partager le groupe de travail sur la page web où vous pouvez apprendre un peu plus sur le travail réalisé pour avancer à l'accès à cette santé sexuelle et reproductive. On veut vous rappeler que ce webinaire ça fait partie d'une série qui est des webinaires développés par Momentum des FP 2030. Cette série nous prépare pour la préparation des cas d'urgence, pour la planification familiale et la santé sexuelle et reproductive qu'on va couvrir durant ces sessions et vous montrer les progrès par rapport à l'évaluation, comment on se prépare, les différents outils, les abordages, les différentes approches que vous pouvez avoir. Donc, soyez attentifs aux plus d'informations de ces webinaires durant toute l'année. Merci de votre assistance, de votre participation. On va partager toutes ces ressources. Dans le hub, on va aussi partager l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui et on va continuer. On restera en contact. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye, everybody. Thank you, everyone. Thank you. Au revoir. Au revoir à Au tous. revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Nasreen. Thank you, Nasreen, for all support. Thank you. You're welcome. Yeah, merci beaucoup, Nasreen. Merci. Merci, Thank you. Wendiam. Thank you so much, Nasreen. Thank you. for- Thank you, for the Oren. Merci de vous retrouver. Avec plaisir. Mhm.